Voilà, et on retrouve le rédacteur en chef central Afrique de TV5 Monde, Ousmane Diaye, bonsoir. Bonsoir. On vient d'entendre les réactions. Alors, peut-être une première question pour résumer. D'un point de vue africain, échec ou réussite, ce sommet? Enfin, c'est un peu tôt pour le dire, mais ce qu'il y a, c'est que personne n'est dupe, en fait. Il y a une forme de... les gens, bon, il y a une forme d'optimisme qui est née, mais une sorte d'optimisme armé, je dirais, un optimisme de pragmatisme. Et puis, bon, la ligne des pessimistes, hein, enfin, qui avaient condamné le sommet d'avance, n'ont pas bougé. Les lignes n'ont pas globalement bougé, je pense. Et puis, c'est normal parce qu'il ne faut pas seulement au sommet pour faire bouger les lignes. Par contre, il y a quelque chose qui est très important et qu'on ressent dans beaucoup de réactions, enfin, y compris de jeunes leaders qui n'étaient pas invités. C'est-à-dire, il y avait ce besoin très important de nommer, ce besoin de parole. Donc, au-delà du politique et du communicationnel, il y a une dimension cathartique, c'est-à-dire de voir des jeunes Africains de parler, en tout cas, hein, c'est l'illusion que donne la mise en scène, de parler à parole égale avec le chef d'État français, le pays ancien colonisateur, pays dominateur, symboliquement, représente quelque chose de très important pour la jeunesse africaine. J'étais très frappé par cette forme de fierté qu'on entend beaucoup, hein, de certains jeunes Africains qui disent on est fiers parce qu'on est fiers de voir une Adam Dicko pouvoir, quelque part, parler avec une certaine hauteur, avec une certaine égalité au chef d'État français. Parce que le problème fondamental de ce type de sommet, depuis 1973, hein, des sommets France-Afrique, quelles que soient les formules, hein, parce qu'on a connu la formule Sarkozy, puis la formule Hollande, qui a inversé les Afrique-France, et puis là, on a la formule Macron, qui fait nouveau sommet Afrique. Quelle que soit la formule, quelque part, il y avait un rapport de domination implicite parce que c'est les Africains qui venaient. En tout cas, c'est la France qui organisait. C'était une forme. Et là, pour une fois, malgré cette forme, hein, qui est maintenue, du point de vue de la parole, en tout cas du point de vue de l'échange, il y avait une forme d'égalité. Et même, parfois, ils se sont permis de bousculer le chef d'État français, ce qui est quand même rare, quoi qu'on puisse dire. Il faut quand même dire, alors, malgré les critiques qu'on peut faire sur la suite, etc., c'est la première fois qu'un chef d'État français se soumet à cet exercice. Il a un certain courage politique, il y a une certaine prise de risque qui n'est pas habituelle, qui est même inédit. Il faut se rappeler d'où on vient, c'est-à-dire les derniers grands discours des chefs d'État français, c'est le discours de Dakar. On part en une décennie, on passe du discours de Dakar à un dialogue direct, un dialogue où, à un moment donné, les Africains quand même posent sur la table les vrais problèmes. Ce qui est intéressant parce que ce qui était annoncé, et ça c'est très important, entre ce qui a été annoncé, voulu par l'Élysée, et ce qu'on a à l'arrivée, il y a une grande différence. Ce qui était annoncé, c'est un sommet sur l'entrepreneuriat, l'axe business, et en fait, le discours était très politique. Ousmane, le sommet s'est passé en France avec des politiques français, on l'a vu, mais pas avec la société civile française. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui a manqué, ces retrouvailles, ou plutôt cette rencontre qui n'a pas eu lieu entre la société civile française et les sociétés civiles africaines? Enfin, moi je nuancerais parce que on l'a vu, hein, clairement, et je pense que c'est un des enseignements importants du sommet, et c'est un des axes de la politique africaine d'Emmanuel Macron. Il a voulu repositionner la diaspora africaine de France, dans la problématique des relations Afrique-France. Ce qui est quand même une rupture, parce que l'idée jusqu'ici, hein, de la République française, etc., c'était plutôt une République assimilationniste, hein, où il fallait s'intégrer, etc. Et il a fortement réaffirmé les racines africaines de la France. Et puis même dans la stratégie, la binationalité est vue comme un atout. C'est-à-dire, et d'ailleurs dans le débat, hein, enfin, dans tout l'espace, dans tout le forum, les diasporas étaient représentés au même titre que les pays. C'est-à-dire, sur l'estrade, on avait quelqu'un qui venait du Burkina, du Mali, de la RDC, etc. Et puis, des personnes qui venaient de la diaspora française. Donc, je pense qu'il marque quelque chose de très important qu'il ouvre, certainement avec un calcul politique, parce que je pense que le contexte électoral, le contexte politique intérieur français joue. Il est clair qu'il y a un enjeu sur la diaspora en termes électoraux. Il a été rappelé, d'ailleurs, et fort justement, mais fort opportunément, qu'il a été le premier président, enfin, c'est sous la mandature d'En Marche, hein, le parti donc, du président Emmanuel Macron, qu'il y a eu le record de binationaux à l'Assemblée nationale française.